Mon épouse m'a réveillé à 3 heures du matin et m'a dit « Habille-toi, ne pose pas de questions ». Quand nous sommes arrivés là-bas. Je m'appelle Nick Brenet et j'ai cru que je vivais le rêve américain. 41 ans, un emploi stable en tant qu'ingénieur système informatique pour une entreprise de taille moyenne à Cleveland, 2 enfants à l'université, et une femme qui faisait encore tourner les têtes en entrant dans une pièce. La maison était payée, les voitures roulaient bien, et j'avais assez d'argent dans mon 401k pour prétendre que je n'allais pas mourir à mon bureau. Mais voici la chose à propos des rêves. Parfois, vous vous réveillez et réalisez que vous avez marché en dormant à travers un cauchemar. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un j'aime, commenter et appuyer sur ce bouton hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Cela a commencé avec de petites choses. Martha rentrait de plus en plus tard de son travail chez Morrison & Associates, l'agence de publicité du centre-ville où elle travaillait comme directrice de création. Elle passait la porte à 21h, 22h, parfois 23h, affirmant qu'elle travaillait sur une grande campagne pour un client dont elle ne parvenait jamais à se souvenir du nom lorsque je le lui demandais. « Tu ne comprendrais pas, Nick, disait-elle, sans même lever les yeux de son téléphone alors qu'elle faisait défiler ce que je supposais être des emails professionnels. C'est compliqué, des trucs créatifs. » Notre vie intime s'était aplanie quelque part au moment où Ross a obtenu son diplôme d'études secondaires et Camélia a commencé sa 2e année à Ohio State. Nous étions officiellement des parents dont les enfants étaient partis, ce qui, selon tous les conseillers matrimoniaux et magazines féminins, aurait dû signifier que nous nous redécouvrions. Au lieu de cela, nous avions découvert que sans les enfants comme tampons, nous avions autant de chimie qu'une allumette mouillée. Notre chambre est si froide, j'envisage de la louer comme morgue, ai-je dit à mon meilleur ami Curtis un vendredi soir au Murphy's Bar, notre endroit habituel pour noyer les chagrins de la quarantaine. Curtis a ri, manquant de s'étouffer avec sa bière. Au moins, tu gagnerais de l'argent avec ça. Sandra et moi ne nous sommes pas touchés depuis que Obama était là la première fois. Curtis travaillait à la sécurité dans le même complexe de bureaux où se trouvait l'agence de Martha. C'était un de ces gars qui remarquait tout. Des formations professionnelles, disait-il. Il était mon meilleur ami depuis le lycée. À l'époque, nous pensions tous deux que nous serions des rockstars à 30 ans et des millionnaires à 40 ans. Maintenant, nous n'étions que 2 hommes dans la quarantaine se demandant où était passé le temps. Le premier véritable signal d'alarme est arrivé un mardi d'octobre. J'étais en train de faire la lessive car apparemment c'était mon travail maintenant, avec les courses, la cuisine et pratiquement tout le reste qui maintenait notre foyer fonctionnel lorsque j'ai trouvé un reçu dans la poche de la veste de Martha. Le Ritz-Carlton, centre-ville, service d'étage pour 2, Champagne. La date était il y a 3 jours, lorsque Martha était censée être en réunion jusqu'à minuit. J'ai fixé ce reçu pendant longtemps, sentant quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Il pouvait y avoir une explication. Peut-être qu'elle recevait un client. Peut-être que c'était un dîner d'affaires qui s'était éternisé et qu'on lui avait offert une chambre pour qu'elle n'ait pas à rentrer en voiture. Ou peut-être que j'étais un idiot. Je l'ai confrontée ce soir-là, lorsqu'elle est rentrée à 22h30, affirmant qu'elle était restée coincée dans les embouteillages. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, brandissant le reçu. Elle l'a à peine regardé. Dîner client. Le comte Morrison. Tu sais comment ça se passe. Depuis quand les dîners clients incluent des chambres d'hôtel? Ça s'est prolongé. Je ne voulais pas rentrer en voiture après avoir bu. Elle regardait toujours son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Mon Dieu, Nick, faut-il faire ça maintenant? Je suis épuisé. J'ai voulu insister, mais quelque chose dans son ton m'a averti. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que c'était juste ce qui arrivait au mariage après 20 ans. On commençait à voir des conspirations dans les reçus d'hôtel et les nuits tardives au bureau. Mais ensuite, j'ai commencé à faire attention. La façon dont elle éloignait son téléphone de moi lorsqu'elle envoyait des SMS. Les nouveaux vêtements qui sont apparus dans son placard. Des choses coûteuses qui, je le savais très bien, ne sortaient pas de son salaire. Le fait qu'elle ait recommencé à porter du parfum, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Et la façon dont elle me regardait parfois quand elle pensait que je ne la regardais pas, comme si elle voyait un étranger, ou pire, comme si elle voyait quelqu'un qu'elle aimait autrefois, mais ne se souvenait plus vraiment pourquoi. Le point de rupture est survenu 3 semaines plus tard, un samedi matin, alors qu'elle était sous la douche.
Son téléphone était posé sur la table de nuit et il a vibré avec un SMS. Je me suis dit que je regardais juste pour voir si c'était l'un des enfants, mais l'aperçu sur l'écran de verrouillage m'a glacé le sang. La nuit dernière était incroyable. Quand est-ce qu'on recommence, J? Je suis resté assis à fixer ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis j'ai fixé mon propre reflet dans le verre noir. 20 ans de mariage, 2 enfants, une hypothèque, une vie que nous avions construite ensemble, brique par brique, année après année. Et elle était en train de tout gâcher pour quelqu'un dont le prénom commençait par J. La douche coulait toujours. J'entendais Martha chanter, littéralement chanter, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle avait l'air heureuse, plus heureuse que je ne l'avais entendue dans notre propre maison depuis des années. J'ai remis le téléphone exactement là où je l'avais trouvé et je suis descendu faire du café. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine faire fonctionner la machine. Curtis m'a trouvé au Murphy S cet après-midi-là, assis dans notre cabine habituelle avec 3 bouteilles de bière vides devant moi. « Jésus, Nick, tu as l'air mal », a-t-il dit, se glissant sur le siège en face de moi. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai parlé du SMS, du reçu d'hôtel, de la certitude croissante que ma femme me trompait. « Tu dois découvrir qui est J, » a dit Curtis. « Ça pourrait être Jake Turnbull. »« Qui ?» Jake Turnbull travaille à l'agence de Martha, directeur de création comme elle. Conduit une BMW qui coûte plus cher que mon salaire annuel. Un vrai charmeur, si tu vois ce que je veux dire. Je savais ce qu'il voulait dire. Et soudain, tout s'est mis en place. Les nuits tardives, les nouveaux vêtements, la façon dont elle avait recommencé à parler de son travail comme de la chose la plus excitante au monde. Que sais-tu de lui? Marié. Sa femme s'appelle Sandra. Un vrai genre de reine des glaces. Le bruit court dans le bâtiment que Jake a une réputation d'activités extra-conjugales. J'ai commandé une autre bière et j'ai essayé de traiter cette information. Ma femme avait une liaison avec un homme marié nommé Jake Turnbull, un homme qui prenait apparemment l'habitude de tromper sa femme. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Curtis. C'était la question à $1 million, n'est-ce pas? Que fait un informaticien d'âge moyen lorsqu'il découvre que sa femme le trompe? La confronter, engager un détective privé, demander le divorce et partager tout à 50-50e, ou faire quelque chose de complètement différent. Je ne sais pas, ai-je dit. Mais même si les mots quittaient ma bouche, je pouvais sentir quelque chose se transformer en moi, quelque chose de froid et de calculateur que je n'avais jamais ressenti auparavant. Quelque chose qui m'effrayait un peu et m'excitait beaucoup. 3 semaines se sont écoulées. 3 semaines à regarder Martha me mentir au visage tous les jours. 3 semaines à faire semblant de ne pas savoir ce que je savais. À jouer au mari ignorant pendant qu'elle se faufilait derrière mon dos. J'avais commencé à tenir un journal. Non pas parce que j'étais du genre à écrire un journal, mais parce que je voulais tout documenter. Chaque mensonge, chaque nuit tardive, chaque fois où elle prétendait être quelque part où elle n'était pas 15 octobre. Martha dit qu'elle travaille tard sur le compte Morrison. Curtis m'envoie un texto à 20h. Sa voiture n'est pas sur le parking de l'agence. 18 octobre. Elle rentre avec un nouveau collier. Dit que c'était un cadeau d'un client reconnaissant. Je n'ai jamais vu un client donner des bijoux chers à son exécutif publicitaire. Mais qu'est-ce que j'en sais? 22 octobre. Elle est à nouveau sous la douche. Le téléphone sonne. Cette fois, le message dit « J'ai hâte à demain soir ». L'endroit habituel. Gilles, je construisais un dossier pièce par pièce. Pas pour un avocat de divorce. Je n'étais pas encore prêt pour cela. Je construisais un dossier pour autre chose. Quelque chose qui ferait comprendre à Jake Turnbull et à ma femme infidèle exactement ce qu'il m'avait fait. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. À 3h17 du matin, un jeudi matin pluvieux de novembre, Martha m'a secoué pour me réveiller. Je suis sorti lentement de mon sommeil, confus et désorienté. Nick, réveille-toi. Elle était déjà habillée, son visage pâle dans la faible lumière du couloir. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, m'asseyant et vérifiant l'heure. C'est un des enfants? Non, habille-toi, c'est tout. S'il te plaît, ne pose pas de questions. Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Une terreur pure. Martha, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, Nick, fais-moi confiance. Habille-toi et viens avec moi, maintenant.
J'étais marié à cette femme depuis 20 ans. Je connaissais ses humeurs, ses indices, ses façons de me manipuler pour obtenir ce qu'elle voulait. Ce n'était pas de la manipulation. C'était une peur sincère. Je me suis habillé rapidement, enfilant un jean et un pull pendant que Martha faisait les 100 pas près de la porte de la chambre. Elle vérifiait son téléphone sans cesse, son visage pâlissant de minute en minute. « On va à l'hôpital ?» ai-je demandé. « Quelque chose est arrivé à tes parents ?» À Victoria ? Victoria était la sœur cadette de Martha, une femme perpétuellement célibataire d'une trentaine d'années qui semblait se spécialiser dans la création de drames partout où elle allait. Elle et Martha avaient toujours été proches. Trop proches à mon avis. Victoria ne m'avait jamais aimé, et le sentiment était réciproque. « Viens, c'est tout » a dit Martha, me prenant le bras et me tirant vers les escaliers. Nous avons traversé les rues vides de Cleveland en silence. Martha était au volant, ses jointures blanches alors qu'elle serrait le volant. La pluie tombait fort, transformant les lumières des rues en halos flous dans l'obscurité. Rien ne dit romance comme un crime à l'aube, ai-je marmonné, essayant d'alléger l'atmosphère. Martha n'a pas ri. Elle ne semblait même pas m'entendre. Nous nous dirigions vers le quartier des entrepôts du côté et de la ville, une zone qui s'était lentement embourgeoisée, mais qui comptait encore beaucoup de bâtiments abandonnés et de terrains vagues. Pas exactement le genre d'endroit où l'on voulait se trouver à 3h30 du matin. Martha, sérieusement, tu me fais peur. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle s'est garée sur le parking de ce qui ressemblait à une ancienne usine. Le bâtiment était sombre à l'exception de quelques lumières au rez-de-chaussée. Il y avait plusieurs autres voitures sur le parking, des voitures que j'ai reconnues. L'ancienne Honda Civic de mes parents, le Ford pick-up délabré de Ross, la Volkswagen rouge d'Amelia que nous lui avions achetée pour son 18e anniversaire. Mon Dieu, ai-je soufflé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Martha a coupé le moteur et est restée assise un instant, fixant le bâtiment. Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. Je suis tellement désolée, Nick. J'ai essayé de l'arrêter. J'ai essayé de m'en sortir, mais il a dit. Il a dit que si je ne t'amenais pas, il les tuerait. Tu es qui ? De qui parle-t-on ? Mais je savais déjà. Les voitures sur le parking racontaient toute l'histoire. Nos enfants, nos parents, probablement Victoria aussi. Quelqu'un avait pris notre famille entière en otage, et ils avaient utilisé ma femme infidèle pour me livrer à eux. Nous avons marché sous la pluie jusqu'à une porte latérale qui était calée avec une brique. À l'intérieur, le bâtiment était principalement vide, à l'exception de quelques vieilles machines et de quelques chaises pliantes disposées en cercle sous une lumière fluorescente crue. Sur ces chaises, ligotées et bâillonnées, se trouvaient les personnes les plus importantes de ma vie. Ross et Amelia, tous deux en pleurs, essayant tous deux de dire quelque chose à travers le ruban adhésif sur leur bouche. Mes parents, paraissant plus vieux et plus fragiles que je ne les avais jamais vus. Les parents de Martha, sa mère sanglotant silencieusement, et Victoria, les yeux écarquillés de terreur au-dessus du ruban argenté. Debout derrière eux, l'air d'être sorti d'un magazine de mode masculine, se tenait Jake Turnbull. Il était tout ce que je n'étais pas. Grand, beau, parfaitement soigné, même à 3h30 du matin. Il portait un costume coûteux et un sourire qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Dans sa main droite, il tenait une arme. « Merci de l'avoir amené, Martha » a dit Jake, sa voix douce et cultivée. Exactement comme nous l'avions prévu. J'ai regardé ma femme, la compréhension m'inondant comme de l'eau glacée. Alors, c'est un exercice de cohésion d'équipe. Jake a ri. J'aime ton sens de l'humour, Nick. Je vois pourquoi Martha t'a épousé. Eh bien, l'une des raisons. Laisse-les partir, ai-je dit, surpris par le calme de ma propre voix. Quoi que ce soit, c'est entre nous. Laisse la famille en dehors de ça. Oh, mais c'est bien une question de famille, a dit Jake, marchant vers l'endroit où Ross était attaché. Il a mis l'arme sur la tempe de mon fils, et les yeux de Ross se sont écarquillés de terreur. C'est une question de ce que tu es prêt à faire pour ta famille, de ce que tu es prêt à sacrifier. Qu'est-ce que tu veux ? Jake a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti un dossier cartonné. Je veux que tu signes ces papiers. Transfert de propriété de ta maison, de ta voiture, de tes comptes bancaires, de ton 401k, de tes polices d'assurance vie. Tout ce que tu possèdes, Nick, tout ce pourquoi tu as travaillé. J'ai fixé les papiers, puis l'arme pressée contre la tête de mon fils. Et si je ne le fais pas ?
Alors je commence à tirer sur les gens que tu aimes. En commençant par Ross ici, puis en passant à Amelia, puis à tes parents, puis aux parents de Martha. Je garderai Victoria pour la fin. Elle a été très utile pour planifier ce petit rassemblement. J'ai regardé Victoria et elle a détourné le regard. Bien sûr, la sœur amère et jalouse de Martha était dans le coup depuis le début. Espèce de salaud, ai-je dit. Doucement, doucement, pas besoin de s'insulter. Ce n'est qu'une affaire, Nick. Tu signes les papiers, tu me transfères tout, et tout le monde s'en va. Tu peux recommencer. Trouver un emploi, louer un appartement, pense-y comme une retraite anticipée. Et Martha, quel est son rôle dans tout ça? Jake a souri et a posé sa main libre sur l'épaule de Martha. Elle a tressailli, mais ne s'est pas éloignée. Martha et moi allons disparaître un moment. Peut-être l'Europe, peut-être les Caraïbes. Nous n'avons pas encore décidé. Mais ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin d'elle. J'ai regardé ma femme et elle pleurait maintenant. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'ai essayé de l'arrêter, mais il a dit. Elle a dit que tu étais une mauviette, a interrompu Jake. Elle a dit que tu ne te battrais jamais. Elle a dit que tu te coucherais et que tu le prendrais comme tu le fais toujours. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Non pas parce que Jake les avait prononcés, mais parce que j'entendais la voix de Martha les dire. Je pouvais l'imaginer allongée dans son lit avec cet homme, parlant du mari faible et pathétique qu'elle avait. Tu devrais la voir au bureau après les heures de travail, a poursuivi Jake, se délectant visiblement. Elle aime quand c'est risqué. Le bureau, la salle de conférence, même le placard à fourniture une fois. Elle est très créative. Tais-toi, a dit Martha, mais sa voix était à peine un murmure. J'ai pris les papiers de Jake et je les ai examinés. Documents de transfert standard, tous légaux et contraignants. Si je signais ça, je me retrouverais sans rien. 20 ans de travail, d'économie, de construction d'une vie, disparus. Mais si je ne les signais pas, ma famille mourrait. J'ai regardé Ross, Amelia, mes parents, les gens pour qui je serais mort sans hésiter. Donne-moi un stylo, ai-je dit. Le sourire de Jake s'est élargi. Je savais que tu serais raisonnable. J'ai signé les papiers un par un, transférant tout ce que je possédais à Jake Turnbull. Ma maison, mes économies, ma retraite, mon avenir. Quand j'ai eu fini, Jake a pris les papiers et les a examinés. Parfait, a-t-il dit. Tu sais, Nick, tu prends ça beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Martha a dit que tu pleurais probablement. C'est là que j'ai entendu les sirènes. Elles ont commencé comme un hurlement lointain, puis sont devenues de plus en plus fortes jusqu'à ce que le son soit accablant. Des lumières ont inondé les fenêtres de l'entrepôt, rouges et bleues, et aveuglantes. Le sourire de Jake a disparu. Qu'est-ce que... La porte latérale a explosé vers l'intérieur, et soudain l'entrepôt était rempli d'agents du FBI et d'équipements tactiques, criant des ordres et pointant des armes. Lâchez votre arme. Au sol, maintenant. Jake a regardé autour de lui sauvagement, l'arme toujours à la main. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait commencer à tirer, qu'il allait essayer d'en emporter autant que possible avec lui. Au lieu de cela, il m'a regardé. Espèce de salaud, a-t-il dit. Tu savais. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. J'aurais peut-être dû porter mon pantalon marron, ai-je dit. Voici le truc à propos d'être sous-estimé toute sa vie. Finalement, on apprend à l'utiliser comme une arme. Pendant que les agents du FBI menottaient Jake et ses deux associés, qui s'étaient cachés dans l'ombre comme les lâches qu'ils étaient, j'ai regardé ma famille être déliée et réconfortée. Ross essayait de faire l'homme fort, mais je pouvais voir ses mains trembler. Amelia pleurait et s'accrochait à ma mère. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Mais ils étaient vivants. Ils étaient en sécurité. Et Jake Turnbull allait en prison. Depuis combien de temps savais-tu, m'a demandé Martha alors que nous nous tenions à l'extérieur de l'entrepôt, regardant Jake se faire charger à l'arrière d'une fourgonnette du FBI. À propos de l'affaire? 3 mois. À propos de ça. J'ai fait un geste vers l'entrepôt. 2 semaines. Victoria n'est pas aussi intelligente qu'elle le pense. Elle a appelé la maison mardi dernier, alors que tu étais censé être au travail. Elle voulait savoir si tu m'avais encore convaincu. Quand j'ai insisté, elle a raccroché. Mais ça m'a fait réfléchir.
La vérité était plus compliquée que cela. Mais je n'étais pas prêt à tout dire à Martha. Pas encore. J'étais au courant de l'affaire depuis des mois, tout comme je lui avais dit. Mais j'avais commencé à soupçonner que quelque chose de plus grand se tramait lorsque j'ai remarqué que la situation financière de Jake ne correspondait pas à son style de vie. Curtis avait fait quelques recherches pour moi. Il s'avère que Jake était endetté jusqu'au cou, paiement de voitures coûteux, une hypothèque sur une maison qu'il ne pouvait pas se permettre, carte de crédit à découvert. Un homme comme ça ayant une liaison avec une femme dont le mari avait de bonnes économies et une maison payée. Eh bien, il ne fallait pas être un génie pour voir où cela pouvait mener. Alors, j'avais commencé à me préparer. Premièrement, j'étais allé voir le FBI non pas avec des accusations, je n'avais pas encore de preuves mais j'avais exprimé des inquiétudes concernant une potentielle extorsion et un enlèvement. J'avais donné le nom de Jake, le nom de Victoria et un compte rendu détaillé de tout ce que je soupçonnais. Puis j'avais commencé à tendre des pièges. J'avais transféré la plupart de notre argent réel sur des comptes dont Jake n'était pas au courant. Les papiers que j'avais signés ce soir étaient réels, mais ils transféraient la propriété d'actifs qui étaient pour la plupart sans valeur. Une maison avec une deuxième hypothèque secrète, des comptes bancaires avec des soldes minimes, un 401K que j'avais déjà transféré au nom de mes parents. Et j'avais convaincu Martha de m'aider. Ça avait été la partie la plus difficile. Quand je l'avais finalement confrontée à propos de l'affaire il y a 2 semaines, elle s'était complètement effondrée, m'avait tout raconté. Comment Jake l'avait séduite, comment il l'avait progressivement isolée de ses amis et de sa famille, comment il avait commencé à faire des demandes. Il a dit que si je ne l'aidais pas, il raconterait tout sur nous, avait-elle sangloté. Il ruinerait ma carrière, détruirait ma réputation. Et puis il a commencé à parler de toi, des enfants. Il a dit qu'il connaissait des gens qui pourraient vous faire du mal. Il m'avait fallu toute ma force pour ne pas conduire directement chez Jake et le battre à mort à main nue. Au lieu de cela, j'avais tenu ma femme pendant qu'elle pleurait et lui avais dit que nous allions le détruire ensemble. Tu t'es servi de moi, a-t-elle dit maintenant, regardant la fourgonnette du FBI disparaître dans la nuit. Tu t'es servi de moi en premier, ai-je répondu. La différence est que je me suis servi de toi pour sauver notre famille. Tu t'es servi de moi pour aider ton petit ami à nous voler. Elle n'a pas eu de réponse à cela. L'agente du FBI en charge, une femme nommée Sarah Chen, s'est approchée pour nous informer de la suite des événements. Nous aurons besoin de déclarations de vous tous, a-t-elle dit. Et monsieur Brenet, nous aurons besoin que vous veniez demain pour examiner vos preuves en détail. Preuves. L'agente Chen a souri. Les enregistrements que vous avez faits, les documents financiers, les communications que vous avez interceptées. Vous avez monté tout un dossier contre monsieur Turnbull. Martha m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration ou de la peur. Tu as tout enregistré. Tout, ai-je confirmé. Chaque conversation avec Victoria, chaque mensonge que tu m'as dit sur où tu allais, chaque fois que Jake appelait la maison et raccrochait quand je répondais. J'avais porté un micro pendant la semaine écoulée avec l'aide du FBI. Chaque mot que Jake avait prononcé ce soir était enregistré. Ses menaces, ses aveux, sa description détaillée de l'affaire, tout était recevable au tribunal. Il va en prendre pour longtemps, a dit l'agent Chen. Enlèvement, extorsion, conspiration. Nous parlons de 25 ans à perpétuité. Alors que nous rentrions chez nous dans des voitures séparées, Martha dans sa Honda, moi dans le véhicule du FBI qui devait m'emmener faire ma déclaration, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Mais elle n'a pas duré longtemps. Le lendemain matin, j'étais assis dans ma cuisine, buvant du café et lisant la couverture médiatique de l'arrestation de Jake, quand quelqu'un a commencé à frapper violemment à ma porte d'entrée. J'ai ouvert pour trouver Sandra Turnbull, la femme de Jake, debout sur mon porche. C'était une femme grande et mince avec des traits anguleux et des yeux froids. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Espèce de salaud, a-t-elle dit, me dépassant pour entrer dans la maison. Bonjour à toi aussi, Sandra. Un café? Tu as détruit ma vie. Je suis assez sûr que ton mari a fait ça tout seul. Elle s'est retournée pour me faire face, son visage déformé par la rage. Jake m'a tout raconté. Comment tu l'as piégé, comment tu as manipulé ta femme pour qu'elle le trahisse. Intéressante perspective, ça. Je pensais que c'était Jake qui avait kidnappé ma famille et essayé de voler tout ce que je possédais. Il était désespéré. Nous étions sur le point de perdre la maison, les voitures, tout. Il avait besoin de cet argent.
Alors il a décidé de prendre le mien. Tu as plus que ce dont tu as besoin. Un homme d'âge moyen, un nobody avec un travail ennuyeux et une vie ennuyeuse. Jake a de la vision. Il a des rêves. Il aurait pu faire quelque chose d'important avec cet argent. Je la regardais, stupéfait par l'audace pure. Et mes rêves, Sandra? Et l'avenir de ma famille? Ta famille ira bien. Tu retrouveras d'autres emplois, tu gagneras d'autres argent. Mais Jake. La vie de Jake est finie. 25 ans de prison pourquoi? Pour avoir essayé de s'améliorer. Pour enlèvement, pour extorsion, pour avoir menacé d'assassiner mes enfants. Le visage de Sandra s'est froissé. Et pendant un instant, j'ai failli avoir pitié d'elle. Presque. Je ne te laisserai pas t'en tirer, a-t-elle dit. Je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment, ce que tu as fait à mon mari. N'hésite pas. Je suis sûr que les journaux adoreraient entendre ta version de l'histoire. Elle est partie alors, mais non sans promettre que ce n'était pas fini, qu'elle me ferait payer pour avoir détruit son mariage, sa vie, son avenir. Je l'ai regardé s'éloigner dans la BMW de Jake. Apparemment, le FBI n'avait pas encore saisi tous leurs actifs, et j'ai ressenti la première agitation de quelque chose de sombre dans ma poitrine. Jake était parti. Il passerait le reste de sa vie en prison et tant mieux, mais Sandra était toujours là. Et Victoria aussi, qui avait réussi à éviter de se faire arrêter malgré son rôle dans le complot d'enlèvement. Et Martha, eh bien, Martha était à l'étage dans notre chambre en train de faire ses valises. Elle est descendue 1 heure plus tard avec 2 valises et une expression coupable. Je vais rester avec Victoria un moment, a-t-elle dit. Jusqu'à ce qu'on trouve ce qui se passe ensuite. Ce qui se passe ensuite, c'est que nous divorçons et que tu recommences ta vie. Je sais. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Elle a regardé autour de la cuisine, la vie que nous avions construite ensemble. À l'homme que j'ai trahi, à la façon dont je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, a-t-elle dit doucement. Après son départ, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Soulagement, tristesse, colère, probablement tout cela. Mais surtout, j'avais l'impression de ne faire que commencer. Jake Turnbull avait essayé de détruire ma vie et avait échoué. Mais ce faisant, il avait éveillé quelque chose en moi dont j'ignorais l'existence, quelque chose qui ne croyait pas au pardon, quelque chose qui croyait à la vengeance. Les nouvelles locales ont repris l'histoire 3 jours plus tard. Un homme local déjoue un complot d'enlèvement était le titre du Cleveland Plain Dealer, avec une photo de Jake menotté. Ils m'ont dépeint comme le héros, le mari intelligent qui avait déjoué les criminels et sauvé sa famille. Si seulement il connaissait toute la vérité. La vérité était que je ne faisais que commencer. Sandra Turnbull a mis à exécution sa menace de détruire ma réputation. Dans la semaine suivant l'arrestation de Jake, des histoires ont commencé à apparaître sur les médias sociaux, des publications anonymes sur les groupes Facebook de quartier, des commentaires sur des articles de presse, des murmures dans les caisses des épiceries. Nick Brené avait piégé l'amant de sa femme. Nick Brené avait tendu un piège à un homme innocent. Nick Brené était vindicatif, calculateur, dangereux. Certaines de ces choses étaient même vraies. Tu dois laisser tomber, m'a dit Curtis autour de bière au Murphy S, le vendredi suivant. Jake est en prison. Martha est partie et tu as retrouvé ta vie. Ne laisse pas Sandra te traîner à son niveau. Son niveau? Elle défend un homme qui a kidnappé mes enfants. C'est une femme dont le mari va en prison pour 25 ans. Les gens font des choses folles quand ils sont désespérés. Je comprenais ça. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi tout le monde s'attendait à ce que je sois la personne la plus mature, que je tende l'autre joue, que je pardonne et que j'oublie. J'avais passé 41 ans à être le gentil, la mauviette, l'homme qui ne faisait jamais de vagues. Et où cela m'avait-il mené? Une femme infidèle, un mariage détruit, et une famille qui avait failli être assassinée parce que j'étais trop faible pour voir la menace arriver. Eh bien, je n'étais plus faible. La première phase de ma vengeance fut simple. J'ai commencé à dire la vérité. Pas la version aseptisée que j'avais donnée à la police et au FBI. La vérité entière, avec tous les détails sordides que Sandra et Victoria pensaient probablement que je garderais pour moi par embarras. J'ai commencé par l'associé de Jake, Frank Morrison. Jake avait détourné des fonds de leur agence pendant des mois, prélevant de l'argent des comptes clients pour financer son style de vie. J'avais des preuves, relevés bancaires,
fausses factures, contrats altérés, tout cela des preuves parfaitement légales que j'avais obtenues grâce à ma propre enquête. Franck a licencié Jake post-mortem et a poursuivi sa succession pour dommages et intérêts. L'agence a coulé en un mois. Ensuite, je me suis occupé de Victoria. La sœur de Martha avait été l'informateur dans le complot de Jake, lui fournissant des informations sur notre famille, nos finances, nos routines. Elle avait aidé à planifier l'enlèvement, recruté les gros bras et fourni l'emplacement de l'entrepôt grâce à un contact dans son travail d'agent immobilier. Mais le FBI n'avait pas pu prouver son implication au-delà de tout doute raisonnable, alors elle s'en était tirée libre. Je n'allais pas laisser cela se produire. Victoria travaillait pour une petite agence immobilière à Lakewood. Elle était déjà sur la corde raide avec son patron en raison de mauvais chiffres de vente et de plaintes de clients. Il n'a pas fallu grand-chose pour la pousser par-dessus bord. Quelques conseils anonymes à la commission immobilière de l'Ohio concernant ses violations éthiques. Quelques critiques négatives sur Yelp et Google de clients qu'elle avait soi-disant arnaqués. Une campagne soigneusement orchestrée pour détruire sa réputation professionnelle. Elle a été licenciée en 2 semaines. Mais ce n'était pas assez. Pas pour quelqu'un qui avait aidé à planifier l'enlèvement de ma famille. Victoria vivait dans un petit complexe d'appartements destiné aux jeunes professionnels et aux personnes récemment divorcées. Le genre d'endroit où tout le monde s'occupe de ses affaires et où personne ne pose trop de questions. Parfait pour ce que j'avais en tête. J'ai commencé petit. Des plaintes de bruit anonymes à la direction de l'immeuble. Des rapports d'odeurs étranges provenant de son unité. Des suggestions selon lesquelles elle pourrait gérer une sorte d'entreprise illégale depuis chez elle. Puis j'ai escaladé. Victoria avait une faiblesse pour les achats en ligne et le vin cher. Elle avait également de terribles habitudes de sécurité Internet, le même mot de passe pour tout, pas d'authentification à 2 facteurs et une tendance à cliquer sur des liens sans réfléchir. Il n'a pas été difficile de pirater ses comptes de messagerie et de médias sociaux, ni d'utiliser ses comptes pour faire des achats et des publications très embarrassantes. La collection de vibromasseurs qui est arrivée à son bureau était assez mauvaise. Les diatribes racistes qui sont apparues sur sa page Facebook, publiées à 3 heures du matin quand elle était ivre, bien sûr, ont été ce qui a vraiment fait le dommage. Elle a été expulsée de son appartement et ostracisée par son cercle social en un mois. « Tu me fais peur », a dit Curtis quand je lui ai parlé de la chute de Victoria. « Ce n'est pas toi, Nick. Peut-être que c'est exactement moi. Peut-être que je n'ai jamais eu de raison de le montrer avant. Ou peut-être que tu deviens quelqu'un que tu ne veux pas être. » J'ai réfléchi à cela. Étais-je en train de devenir quelqu'un que je ne voulais pas être? Ou étais-je enfin en train de devenir quelqu'un que j'aurais dû être depuis le début? La réponse est venue lorsque Sandra Turnbull s'est présentée à mon bureau. Je travaillais tard un jeudi soir, essayant de rattraper une maintenance de serveur, lorsque la sécurité a appelé pour me dire que j'avais un visiteur. J'ai pensé que c'était Curtis qui passait pour me traîner boire une bière et me faire une autre leçon sur la nécessité de laisser tomber ma colère. Au lieu de cela, j'ai trouvé Sandra qui attendait dans le hall, l'air d'avoir pleuré pendant des jours. « Nous devons parler », a-t-elle dit. J'ai failli dire à la sécurité de l'escorter dehors, mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. 5 minutes, ai-je dit. Nous sommes montés à mon bureau, un espace petit et encombré, rempli d'équipements informatiques et de tasses de café vides. Sandra a regardé autour d'elle comme si elle n'avait jamais rien vu d'aussi pathétique. « C'est là que tu travailles. C'est la vie que Jake était censé envier. Qu'est-ce que tu veux, Sandra ?» Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau et m'a fixé avec ses yeux froids et morts. « Je veux que tu laisses ma famille tranquille. »« Ta famille ? Jake est en prison et autant que je sache, tu n'as pas d'enfant. »« Ma sœur Victoria. » J'ai cligné des yeux. « Victoria est ta sœur. »« Demi-sœur. »« Même père, mère différente. » Elle essayait de m'aider à sauver mon mariage. Les pièces se sont mises en place. Victoria n'avait pas seulement aidé Jake par loyauté envers Martha. Elle avait aidé sa propre sœur à sauver son mariage et son style de vie. Intéressante dynamique familiale, ai-je dit. Ta demi-sœur et ton mari a kidnappé ma famille pour que vous puissiez voler mon argent et sauver ta maison. Nous étions désespérés. C'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Sandra s'est penchée en avant, sa voix tombant à un murmure. Je sais ce que tu lui as fait. Le travail, l'appartement, les autres choses. Tu es en train de détruire sa vie. Elle a aidé à détruire la mienne en premier.
Elle a fait une erreur. Elle essayait d'aider la famille. Elle a commis plusieurs crimes. La seule raison pour laquelle elle n'est pas en prison est que le FBI n'a pas pu prouver son implication. Mais tu sais qu'elle était impliquée. Oui. Et tu l'as fait payer pour ça. Oui. Sandra a hoché la tête lentement, comme si j'avais confirmé quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Quel genre d'homme es-tu? A-t-elle demandé. J'y ai réfléchi un instant. Il y a 6 mois, j'aurais dit que j'étais un homme bon, un homme gentil, un homme qui croyait au pardon et aux deuxièmes chances. Mais la femme de cet homme l'avait trompé. La famille de cet homme avait été kidnappée. Cet homme avait été trahi par des gens en qui il avait confiance. Cet homme n'était plus là. Je suis le genre d'homme qui n'oublie pas, ai-je dit finalement. Et je ne pardonne pas, Sandra s'est levée, lissant sa jupe. Alors toi et moi, nous nous comprenons parfaitement, a-t-elle dit. Elle a quitté mon bureau et je suis retourné au travail, mais je ne pouvais pas me concentrer. Quelque chose dans son ton, dans la façon dont elle m'avait regardé dans ces derniers instants, a déclenché des alarmes dans ma tête. J'ai appelé Curtis et je lui ai demandé de surveiller les caméras de sécurité du bâtiment pendant les prochains jours, juste au cas où. Au cas où quoi? Au cas où Sandra Turnbull serait aussi vindicative que moi. Il s'est avéré qu'elle était plus vindicative, et beaucoup plus dangereuse. L'attaque contre ma réputation a commencé subtilement. Quelques critiques négatives de mon travail sur des sites web professionnels, quelques plaintes anonymes à mon patron concernant mon attitude et mes performances, des murmures selon lesquels j'étais instable, vindicatif, potentiellement dangereux. Dave Morrison, mon superviseur, m'a appelé dans son bureau un lundi matin de décembre. Nick, nous devons parler. Dave était un type bien. Ancien militaire, franc. Le genre de patron qui soutenait ses employés quand ils avaient raison et les rappelait à l'ordre quand ils avaient tort. J'avais travaillé pour lui pendant 8 ans sans une seule plainte. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu des commentaires inhabituels sur ton travail ces derniers temps, et sur toi personnellement. Quel genre de commentaires? Dave a sorti un dossier cartonné et l'a ouvert. Des emails anonymes affirmant que tu t'introduis dans les systèmes clients sans autorisation. Des appels téléphoniques suggérant que tu utilises les ressources de l'entreprise pour des vendettas personnels. Et ça. Il m'a tendu une capture d'écran imprimée d'une publication sur les médias sociaux. C'était un groupe Facebook de surveillance de quartier local et il montrait une photo de moi prise à l'extérieur de ma maison. Alerte homme dangereux. Cet homme, Nick Brené, a récemment orchestré un plan élaboré pour détruire l'amant de sa femme et sa propre belle-sœur. Il est vindicatif, calculateur et a accès à des systèmes informatiques sensibles. Protégez vos familles. La publication avait été partagée 47 fois. Dave, c'est complètement. Quelqu'un essaie de. Je sais, a interrompu Dave. J'ai travaillé avec toi pendant 8 ans, Nick. Je sais quel genre d'homme tu es, mais je sais aussi sous quelle pression se trouve l'entreprise en ce moment. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des clients qui remettent en question nos pratiques de sécurité. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu dois faire disparaître ça rapidement avant que ça n'empire. J'ai pris le dossier et j'ai quitté le bureau de Dave, mes mains tremblant de rage. Sandra Turnbull ne s'en prenait pas seulement à moi. Elle s'en prenait à mes moyens de subsistance, à ma carrière, à tout ce qu'il me restait. Eh bien, deux pouvaient jouer à ce jeu. J'ai passé ma pause déjeuner dans ma voiture, à passer des appels téléphoniques et à faire des recherches. À la fin de la journée, j'avais un plan. Sandra travaillait comme comptable à temps partiel pour plusieurs petites entreprises autour de Cleveland. Ce n'était pas un travail glamour, mais cela payait les factures et lui donnait la flexibilité de maintenir son style de vie pendant que Jake était indisponible. Son plus gros client était une chaîne de restaurants appelée Tony's Pizza, une institution locale avec 5 emplacements autour de la ville. Sandra gérait leurs paies, leurs impôts et leurs rapports financiers. Elle avait également, il s'est avéré, détourné de l'argent de leur compte pendant des mois. Je n'ai pas fabriqué de preuves. Je n'en avais pas besoin. Sandra volait pour financer les goûts coûteux de Jake, pensant probablement qu'elle pourrait rembourser une fois que leur plan pour me voler aurait réussi. Tout ce que j'avais à faire était de pointer les bonnes personnes dans la bonne direction. Un conseil anonyme au propriétaire de Tony's Pizza. Quelques suggestions soigneusement formulées sur l'endroit où il pourrait vouloir regarder dans ses dossiers financiers. Quelques indices utiles sur le mois qui présentait les plus grandes divergences. Sandra a été licenciée et arrêtée en 1 semaine.
Mais je n'avais pas fini. La BMW de Jack, celle que Sandra conduisait depuis son arrestation, était toujours garée dans l'allée de leur maison, un symbole magnifique et immaculé de tout ce qu'ils avaient essayé de me voler. J'ai attendu 2 heures du matin un samedi soir, puis j'ai conduit jusqu'à leur quartier avec un sac de fournitures. De l'huile de sardine, que j'ai étalée généreusement sur les sièges en cuir, des crevettes crues, que j'ai fourrées dans les bouches d'aération de la climatisation, et une bombe de peinture en aérosol pour la touche finale. Lâche sur le capot en lettres rouges vives. J'ai filmé le tout avec mon téléphone et les téléchargé sur le même groupe Facebook de surveillance de quartier où Sandra avait publié ma photo. Justice rendue, ai-je légendé. Voici ce qui se passe quand on s'en prend à la mauvaise famille. La vidéo est devenue virale localement. En 24 heures, elle avait été partagée plus de 500 fois et comptait des dizaines de commentaires allant de ceux qui me soutenaient, bien joué, à ceux qui s'inquiétaient, ce type a besoin d'aide. Je me fichais de ceux qui s'inquiétaient. Curtis m'a trouvé au Murphy S ce samedi soir-là, célébrant ma petite victoire avec un whisky et un sourire satisfait. Mon Dieu, Nick. La BMW? Sérieusement? Ce n'est que des dommages matériels. L'assurance couvrira. Ce n'est pas ça le problème. Tu fais monter les enchères au-delà de toute raison. Ils ont fait monter les enchères quand ils ont kidnappé ma famille. Jack a fait monter les enchères. Jack est en prison. Sandra est en prison. C'est fini. Ce n'est pas fini tant que je ne le dis pas, Curtis m'a regardé comme s'il voyait un étranger. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? Avant, tu étais, je ne sais pas, raisonnable. Les hommes raisonnables se font kidnapper leur famille et voler leurs femmes. J'en ai fini d'être raisonnable. La phase suivante de ma campagne a commencé le lundi matin, lorsque Sandra a été libérée sous caution. Elle est venue directement chez moi, frappant à la porte à 7 heures du matin pendant que je me préparais pour le travail. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvée en piteux état. Cheveux non lavés, vêtements froissés, yeux rouges de pleurs ou de manque de sommeil, ou les deux. Espèce de salaud, a-t-elle dit. Tu as fabriqué ces preuves. Quelles preuves? L'argent manquant, les chèques falsifiés. Tu m'as piégé, tout comme tu as piégé Jack. Sandra, je suis informaticien, pas comptable. Je ne saurais pas comment falsifier un chèque même si ma vie en dépendait. Tu mens. Prouve-le. Elle m'a regardé pendant un long moment, et j'ai pu voir l'instant exact où elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas, car je n'avais rien falsifié. J'avais simplement révélé ce qu'elle avait déjà fait. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu, mais tu es en train de perdre. Elle est partie et je suis allé travailler d'un pas léger. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de contrôler à nouveau ma vie. Ce sentiment a duré jusqu'à jeudi, lorsque Martha m'a appelé au bureau. Nick, nous devons parler. C'est à propos de Ross et Amelia. Quoi à propos d'eux? Quelqu'un les appelle à l'école, leur raconte des choses sur ce que tu as fait, à propos de la BMW, à propos de Victoria qui a perdu son emploi. Ils ont peur, Nick. Ils pensent que tu fais une sorte de dépression nerveuse. J'ai fermé les yeux et j'ai senti la rage familière monter dans ma poitrine. Laisse-moi deviner. Appels anonymes. Oui, mais Nick, même si Sandra est derrière ça, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que tu as besoin d'eux. Peut-être que j'ai besoin de quoi? Laisser ma réputation être détruite? La laisser s'en tirer après avoir aidé à kidnapper mes enfants? Peut-être que tu dois t'arrêter avant de devenir quelqu'un que nos enfants ne reconnaissent pas. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai réfléchi à ce que Martha avait dit. Étais-je en train de devenir quelqu'un que mes enfants ne reconnaissaient pas? Quelqu'un que je ne reconnaissais pas? La réponse était oui. Mais peut-être que ce n'était pas une mauvaise chose. Peut-être que l'homme que j'étais, la mauviette, le gentil, celui qui ne ripostait jamais. Peut-être qu'il avait toujours été le problème. Peut-être qu'il était temps pour Nick Brené de devenir quelqu'un que l'on craignait. La phase finale de ma guerre avec Sandra Turnbull a commencé le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé pour constater que ma maison avait été vandalisée. Psycho était peint à la bombe sur ma porte de garage avec la même peinture rouge que j'avais utilisée sur la BMW de Jack. Ma boîte aux lettres avait été brisée. Mes fenêtres avaient été imbibées. Et quelqu'un avait déversé un sac de poubelle sur ma pelouse. Mais le vrai message m'attendait sur mon porche d'entrée. Une photo de Ross traversant le campus d'Ohio State, prise de loin avec un téléobjectif.
Au dos, quelqu'un avait écrit « C'est ton tour d'avoir peur ». C'est là que j'ai su que Sandra Turnbull avait commis la plus grande erreur de sa vie. Elle avait menacé mes enfants. Et ça, c'était quelque chose que je ne pardonnerai jamais, jamais. L'appel est arrivé à 2h47 du matin, un vendredi soir de janvier. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond et écoutant le vent hurler dehors, lorsque mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Habille-toi. Ne pose pas de questions. La voix était électroniquement déformée, mais je savais qui c'était. Sandra Turnbull utilisait les propres mots de ma femme contre moi, faisant écho à la nuit où Jake avait essayé de détruire ma vie. Sandra, tu as 30 minutes pour te rendre dans le quartier des entrepôts, le même bâtiment où le petit ami de ton mari a essayé de te voler. Viens seul ou tes enfants meurent. La ligne est devenue muette. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant. C'était ça. La confrontation finale à laquelle je m'attendais depuis le jour où Jake avait été arrêté. Sandra avait escaladé la situation pendant des semaines, devenant plus désespérée, plus dangereuse. Maintenant, elle allait essayer de finir ce que son mari avait commencé. Mais je n'étais pas le même homme qui était entré dans cet entrepôt il y a 3 mois. Je n'étais pas la mauviette qui avait cédé tout ce qu'il possédait pour sauver sa famille. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui avait appris que la seule façon de traiter les gens comme Sandra et Jake était d'être plus impitoyable qu'eux. Je me suis habillé rapidement et j'ai attrapé le sac que je gardais dans mon placard, celui que j'avais espéré ne jamais avoir besoin d'utiliser. Puis j'ai conduit à travers les rues vides vers le quartier des entrepôts, mon esprit parcourant les possibilités et les imprévus. Le même bâtiment était sombre à l'exception de quelques lumières au rez-de-chaussée. Mais cette fois, il n'y avait pas d'autres voitures sur le parking, pas de membres de la famille retenus en otage, juste Sandra jouant une fantaisie tordue de vengeance. Je me suis garé et j'ai marché jusqu'à la même porte latérale que nous avions utilisée auparavant. Elle était calée avec une brique, comme la dernière fois. À l'intérieur, le bâtiment ressemblait exactement au même, vide à l'exception des chaises pliantes sous la lumière fluorescente crue. Mais les chaises n'étaient pas vides. Assis dessus, ligotés et bâillonnés, exactement comme ma famille l'avait été, se trouvaient 3 personnes que je ne reconnaissais pas. 2 hommes et une femme, tous d'âge moyen, tous terrifiés. Debout derrière eux se tenait Sandra, tenant le même type d'arme que Jake avait utilisé. Ponctuel, a-t-elle dit. J'aime ça chez un homme. Qui sont-ils, ai-je demandé, hochant la tête vers les otages. Personne que tu connaisses. Juste des gens qui devaient de l'argent à mon mari. Des associés. Laisse-les partir, Sandra. C'est entre nous. Oh, mais ce n'est plus seulement entre nous, n'est-ce pas, Nick? Tu as rendu les choses plus grandes que ça quand tu as détruit la vie de ma sœur. Quand tu m'as humilié. Quand tu as transformé mon mari en blague nationale. Elle faisait les 100 pas maintenant, l'arme agitée dangereusement alors qu'elle gesticulait. Tu veux savoir ce qui est drôle? Jake pensait vraiment qu'il était le plus intelligent. Il pensait qu'il avait tout compris. Séduire la femme au foyer solitaire, la manipuler pour qu'elle trahisse son mari, tout voler et disparaître dans un paradis tropical. Ça semble exact. Mais il s'est trompé sur une chose. Il pensait que tu étais faible. Il pensait que tu allais simplement te coucher et accepter. Il n'avait pas entièrement tort. Il y a 6 mois, je l'aurais probablement fait. Sandra a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Qu'est-ce qui a changé? J'ai réalisé qu'être le gentil est un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Pas quand des gens comme toi et Jake existent dans le monde. Des gens comme nous? Des prédateurs, des gens qui prennent ce qu'ils veulent et détruisent quiconque se met en travers de leur chemin, Sandra a ri, un son amer qui a résonné sur les murs de l'entrepôt. Tu penses que tu es différent de nous? Tu penses que ce que tu as fait à ma sœur et à moi est en quelque sorte noble? Je pense que c'est nécessaire. Tu as détruit la vie de ma sœur. Tu m'as coûté mon emploi, ma liberté, mon mariage. Tu as détruit ces choses toi-même lorsque tu as décidé d'aider Jake à kidnapper ma famille. Nous étions désespérés. Moi aussi. C'est là que j'ai sorti mon propre pistolet. Les yeux de Sandra se sont écarquillés. Où as-tu eu ça? Au même endroit où Jake a eu le sien, probablement. Il s'avère que ce n'est pas si difficile d'acheter une arme quand on s'y met. Tu ne vas pas l'utiliser. Tu n'es pas un tueur, Nick. Tu n'es qu'un homme d'âge moyen triste qui a été cocufié par sa femme. Tu as raison.
Je ne suis pas un tueur. Mais je ne suis pas non plus le même homme qu'il y a 3 mois. J'ai levé l'arme et je l'ai pointée sur sa poitrine. Laisse-les partir. Ou quoi? Tu vas me tirer dessus devant 3 témoins. Qui a dit quoi que ce soit à propos de témoins? Sandra a semblé confuse un instant, puis la compréhension a éclairé son visage. Ce ne sont pas des otages aléatoires, n'est-ce pas? Frank Morrison, l'associé de Jake, celui qui a tout perdu quand le détournement de ton mari a été révélé. Maria Santos, la comptable qui a été licenciée quand Tony Espizza a découvert ton vol. Et David Chen, le propriétaire qui a dû expulser Victoria de son appartement. Sandra a fixé les 3 personnes attachées aux chaises, puis moi. Tu les as amenés ici. Je les ai amenés ici. Ils ont tous de très bonnes raisons de vouloir se venger de toi et de ta famille. Et ils ont tous accepté de m'aider à l'obtenir. C'est là que les 3 otages ont commencé à se détacher. Frank Morrison s'est levé le premier, arrachant le ruban adhésif de sa bouche. Bonjour, Sandra. Nous devons parler. Maria Santos était la suivante, fléchissant ses doigts pendant qu'elle travaillait. Parlons de l'argent que tu nous as volé. David Chen a retiré son bâillon et a souri froidement à Sandra. Et des mensonges que tu as racontés à notre sujet. Sandra s'est retournée, pointant son arme sur chacun d'eux à tour de rôle. C'est insensé. Vous êtes tous fous. Nous sommes tous des gens dont tu as aidé à détruire la vie, ai-je dit. Et nous avons décidé qu'il était temps de vous rendre l'appareil. Qu'est-ce que vous voulez? La justice, a dit Frank. Une compensation, a ajouté Maria. La vengeance, a terminé David. Sandra a regardé autour de l'entrepôt sauvagement, réalisant qu'elle était en infériorité numérique et déjouée. C'est un enlèvement, une conspiration. Vous allez tous aller en prison. Est-ce que nous le ferons, ai-je demandé. Parce que de mon point de vue, il semble que tu m'aies attiré ici sous la menace d'une arme. Il semble que tu prévoyais de me tuer et de faire accuser ces 3 innocents. Ce n'est pas quoi? Pas vrai? Pas ce qu'un jury croira quand il verra les preuves. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'écran. Il enregistrait la vidéo. Souris, Sandra. Tu vas devenir célèbre. C'est laquelle a craqué. Sandra a hurlé et a levé son arme, mais elle n'a pas été assez rapide. Frank Morrison l'a plaquée par derrière, la faisant s'écraser sur le sol en béton. L'arme a glissé de l'autre côté de l'entrepôt. Maria Santos l'a poussée du pied vers moi et je l'ai ramassée. Tout le monde va bien? Ai-je demandé. Nous allons bien, a dit David, se frottant les poignets là où la corde avait été. Belle performance, au fait. Merci. Vous avez tous été formidables. Sandra était allongée par terre, le genou de Frank dans son dos, jurant et se débattant. C'est illégal, a-t-elle crié. C'est un piège. C'est la justice, ai-je dit. J'ai appelé le 911 et signalé une tentative de meurtre. Lorsque la police est arrivée 15 minutes plus tard, ils ont trouvé Sandra Turnbull avec une arme à feu illégale, proférant des menaces contre 4 citoyens respectables qui avaient simplement essayé de résoudre leurs différends commerciaux avec elle de manière civilisée. Le fait qu'elle m'ait attiré à l'entrepôt avec des menaces contre mes enfants, tout enregistré sur mon téléphone, n'a pas aidé son cas. Le fait qu'elle ait été prise avec des plans détaillés pour m'assassiner et faire accuser les autres plans que j'avais glissés dans son sac à main pendant que Frank la retenait a scellé son sort. Sandra Turnbull a été arrêtée et accusée de tentative de meurtre, de conspiration et de violation d'armes. Elle a rejoint son mari dans la prison du comté où ils pourraient passer leurs années restantes ensemble. Quant à Victoria, elle a disparu quelque part entre l'arrestation de Sandra et la couverture médiatique qui a suivi. Elle a probablement changé de nom et déménagé dans un autre état, essayant de recommencer. J'espérais qu'elle avait appris sa leçon, mais j'en doutais. Debout à l'extérieur de l'entrepôt, regardant Sandra se faire charger à l'arrière d'une voiture de police, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La satisfaction. Frank, Maria et David m'ont serré la main et m'ont remercié de leur avoir donné la chance de se venger. Ils avaient tous perdu de l'argent, des emplois et des réputations à cause des stratagèmes de Sandra et Jake. Cette nuit avait été leur chance de récupérer une partie de cela. Que se passe-t-il maintenant, a demandé Frank. Maintenant, nous retournons à nos vies, ai-je dit. Et nous nous souvenons de ce qui arrive aux gens qui essaient de détruire des familles innocentes.
J'ai conduit jusqu'à la maison à travers les rues vides, pensant à tout ce qui avait changé depuis cette nuit de novembre où Martha m'avait réveillé. J'avais perdu une femme, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Le respect de mes ennemis, de mes alliés, et surtout, de moi-même. Le lendemain matin, Ross m'a appelé de l'université. Papa, j'ai vu les nouvelles. Ça va? Ça va, mon fils. Mieux que ça. La femme qui nous harcelait, elle va vraiment aller en prison pour très longtemps. Il y a eu une longue pause. Papa, je suis fier de toi pour t'être battu, pour nous avoir protégés. Merci, Ross. Ça signifie tout pour moi. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma cuisine et j'ai regardé la vie que j'avais construite. La maison était silencieuse, vide, sans Martha, mais elle était à moi. Je m'étais battu pour elle, j'avais saigné pour elle, et je l'avais récupérée des gens qui avaient essayé de la prendre. J'avais 41 ans, j'étais divorcé et je recommençais. Mais j'étais aussi l'homme qui avait fait tomber Jake Turnbull, Sandra Turnbull et Victoria Martinez. J'étais l'homme qui avait renversé la situation sur ses ennemis et les avait fait payer pour leurs crimes. J'étais l'homme qui avait appris que parfois, la seule façon de traiter le mal est de devenir quelque chose qu'ils craignent plus que la loi. Et je ne faisais que commencer. Le cirque médiatique a commencé le lendemain matin. Un homme local déjoue un deuxième complot d'enlèvement était le titre du plein dealer. Les équipes de télévision s'installaient sur ma pelouse avant 8 heures du matin. Leur camion satellite bloquait la circulation et mettait Madame Green dans une frénésie d'excitation. J'étais à ma fenêtre de salon, buvant du café et regardant le chaos, lorsque ma sonnette a retenti. C'était l'agente Sarah Chen du FBI, l'air officiel et légèrement amusé. Monsieur Brené, quelle nuit vous avez eue? Juste un autre vendredi à Cleveland. Elle a souri. Ça vous dérange si j'entre? Nous devons parler de ce qui s'est passé à l'entrepôt. Je l'ai laissé entrer et lui ai versé une tasse de café. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine pendant que les équipes de presse installaient leur équipement dehors. Parlez-moi de vos 3 amis, a-t-elle dit. Quoi à propos d'eux? Comment avez-vous convaincu 3 étrangers de vous aider à organiser une opération d'infiltration élaborée contre Sandra Turnbull? Ce n'étaient pas des étrangers. C'étaient des victimes. Sandra et Jake les avaient tous blessés, et ils voulaient la justice. Justice ou vengeance? Y a-t-il une différence? L'agente Chen m'a étudié pendant un long moment. Il y a 6 mois, vous étiez un informaticien doux, sans casier judiciaire et sans antécédents de violence. Maintenant, vous orchestrez des opérations complexes contre des criminels organisés. C'est toute une transformation. Les gens changent quand ils sont poussés assez fort. Certaines personnes se brisent, d'autres deviennent dangereuses. Lequel suis-je? J'essaie encore de le découvrir. Elle a fini son café et s'est levée. Pour ce que ça vaut, Monsieur Brené, Sandra Turnbull va aller en prison pour longtemps. Son mari plaide déjà coupable pour éviter la peine de mort. Et les 3 personnes qui vous ont aidé la nuit dernière retrouvent toute leur vie. Bien. Mais ça s'arrête ici. Quelle que soit la vendetta que vous pensez poursuivre, c'est terminé. Vous comprenez? Je l'ai accompagné à la porte. Agent Chen, je suis un citoyen respectueux des lois qui a été victime de multiples crimes. Tout ce que j'ai fait, c'est coopérer avec les forces de l'ordre et protéger ma famille. Assurez-vous simplement que cela reste ainsi. Après son départ, je suis sorti pour faire face aux médias. Les journalistes m'ont assailli dès que j'ai franchi mon porche. Microphone tendu vers mon visage, caméra en marche, questions hurlées de toutes parts. Monsieur Brené, qu'est-ce que ça fait d'avoir arrêté 2 complots d'enlèvement? Avez-vous eu peur pour votre vie? Que diriez-vous aux autres familles confrontées à des menaces similaires? J'ai levé la main pour demander le silence et la foule s'est progressivement calmée. Je veux dire quelque chose de très clair, ai-je dit, regardant directement les caméras. Ce qui est arrivé à ma famille n'était pas un crime aléatoire. C'était une attaque calculée par des gens qui pensaient pouvoir nous détruire parce que nous semblions faibles, parce que nous semblions être des cibles faciles. Les journalistes griffonnaient des notes, accrochées à chaque mot. Jake Turnbull a séduit ma femme et l'a convaincue de me trahir. Sandra Turnbull a aidé à planifier l'enlèvement de mes enfants. Victoria Martinez a fourni des informations internes qui ont mis toute ma famille en danger. Madame Green était sortie sur son porche et enregistrait tout sur son téléphone. D'autres voisins se rassemblaient sur le trottoir, attirés par le tumulte.
Ces gens pensaient pouvoir prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé et détruire tout ce que j'aimais. Ils pensaient que j'étais juste un autre nobody d'âge moyen qui allait se coucher et les laisser s'en tirer. J'ai marqué une pause, regardant la foule de journalistes et de voisins et de curieux. Ils se sont trompés. Monsieur Brenet, a crié un journaliste. Certaines personnes disent que vous êtes allé trop loin dans votre quête de justice, que vous êtes devenu aussi mauvais que les personnes qui vous ont blessé. Comment réagissez-vous à cela? J'ai souri. Je réponds en disant que Jake Turnbull est en prison pour 25 ans. Sandra Turnbull risque la prison à vie. Victoria Martinez est une fugitive qui passera le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule. Et ma famille est en sécurité. Mais qu'en est-il des méthodes que vous avez utilisées? La surveillance, la manipulation, la quoi? La collecte légale de preuves, la coopération avec les forces de l'ordre, la protection des victimes innocentes. Je me suis rapproché des caméras. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les méthodes. La méthode de Jake Turnbull était de séduire une femme mariée et de la convaincre de l'aider à voler son mari. La méthode de Sandra Turnbull était de kidnapper des enfants et de menacer de les assassiner. La méthode de Victoria Martinez était de trahir sa propre famille pour de l'argent. La foule était complètement silencieuse maintenant, suspendue à chaque mot. Ma méthode était de riposter. Ma méthode était de refuser d'être une victime. Ma méthode était de m'assurer que les personnes malfaisantes subissent les conséquences de leurs actions malfaisantes. Et vous ne regrettez rien de tout cela? J'ai réfléchi à cette question. Ai-je regretté d'avoir détruit la carrière de Victoria? Ai-je regretté d'avoir humilié Sandra? Ai-je regretté de retourner les propres stratagèmes de Jake contre lui? La seule chose que je regrette, ai-je dit finalement, c'est qu'il m'ait fallu 41 ans pour apprendre à riposter. La conférence de presse a continué pendant encore 20 minutes, mais cette citation fut celle qui a été diffusée dans toutes les nouvelles de la ville. Le soir, elle était en tête des tendances sur les médias sociaux. Le lendemain, elle était devenue virale à l'échelle nationale. La vengeance d'un homme local devient virale était le nouveau titre. Les sections de commentaires étaient partagées entre les gens qui m'appelaient un héros et ceux qui m'appelaient un justicier. Je ne me souciais d'aucun des deux groupes. Ce qui m'importait, c'était l'appel téléphonique que j'ai reçu cet après-midi-là de Ross. Papa, j'ai vu ta conférence de presse. Tu avais l'air différent. Différent comment? Plus fort. Comme si tu n'avais plus peur de rien. Je n'ai pas peur. Bien, parce qu'Amelia et moi avons parlé, et nous voulons que tu saches quelque chose. Quoi? Nous sommes fiers de toi pour t'être battu, pour nous avoir protégés, pour avoir montré à ces gens qu'ils ne peuvent pas simplement détruire des familles et s'en tirer. Merci, mon fils. Ça signifie tout pour moi. Nous voulons aussi que tu saches que nous comprenons pourquoi maman est partie, pourquoi elle n'a pas pu supporter ce que tu es devenu. J'ai ressenti une douleur cuisante à la mention de Martha. Elle a fait son choix, ai-je dit. Oui, elle l'a fait, et tu as fait le tien, et nous pensons que tu as fait le bon. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai pensé au choix. Martha avait choisi Jake plutôt que moi. Elle avait choisi l'excitation plutôt que la stabilité, la passion plutôt que la loyauté, les mensonges plutôt que la vérité. Et lorsque les conséquences de ses choix l'avaient rattrapée, elle avait choisi de fuir plutôt que de les affronter. Victoria avait choisi l'argent plutôt que la famille. Elle avait choisi d'aider des étrangers à détruire la vie de sa propre sœur pour la promesse d'un gain qui n'est jamais venu. Sandra avait choisi la vengeance plutôt que la raison. Elle avait choisi d'escalader un conflit déjà perdu, de menacer des enfants innocents, de devenir le monstre même dont elle m'accusait d'être. Et j'avais choisi de riposter. J'avais choisi d'arrêter d'être la victime et de commencer à être le vainqueur. J'avais choisi de faire payer mes ennemis pour leurs crimes. J'avais choisi de devenir quelqu'un qui ne pouvait pas être bousculé, ne pouvait pas être trahi, ne pouvait pas être détruit. Étais-je le même homme qu'il y a un an? Non. Étais-je un meilleur homme? Cela revenait aux autres de le juger. Mais j'étais un homme plus fort, un homme plus dangereux, un homme qui avait appris que parfois, la seule façon de protéger ce que l'on aime est de devenir ce que vos ennemis craignent. La sonnette a retenti, interrompant mes pensées. J'ai ouvert pour trouver Curtis debout sur mon porche, tenant un pack de 6 bières et affichant une expression sombre. Nous devons parler, a-t-il dit. Je l'ai laissé entrer et nous nous sommes assis dans mon salon, buvant de la bière en silence pendant quelques minutes. Tu sais,
Je suis ton ami depuis 25 ans, a finalement dit Curtis. Oui, et tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. N'importe quoi pour t'aider, toi et ta famille. Oui, mais je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans les yeux de mon meilleur ami. La peur. Dis-moi, as-tu fini? Est-ce que c'est fini? Ou vas-tu continuer jusqu'à ce que quelqu'un se fasse tuer? J'ai réfléchi à sa question. Avais-je fini? Avais-je obtenu assez de vengeance pour satisfaire la chose qui avait grandi en moi depuis la nuit où Jake avait mis une arme sur la tête de mon fils? J'en ai fini avec Sandra, Jake et Victoria, ai-je dit. Ils sont finis. Ils ne feront plus de mal à personne. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai croisé son regard. J'en ai fini d'être le genre d'homme qui laisse les gens abuser de lui. J'en ai fini d'être faible. J'en ai fini d'être une victime. Et si quelqu'un d'autre essaie de te faire du mal, essaie de faire du mal à ta famille. J'ai souri et Curtis a tressailli. Alors ils apprendront la même leçon que Sandra et Jake ont apprise. Curtis a fini sa bière et s'est levé. J'espère que tu sais ce que tu fais, Nick. Je sais. Et j'espère que tu te souviendras de qui sont tes vrais amis. Je m'en souviendrai. Après son départ, je me suis tenu sur mon porche et j'ai regardé mon quartier. Les camions de presse étaient partis. Les journalistes étaient passés à d'autres histoires. Et le cirque avait quitté la ville. Mais la leçon demeurait. Tout le monde dans cette rue savait maintenant ce qui arrivait aux gens qui menaçaient la famille de Nick Brené. Tout le monde dans cette ville savait qu'il y avait des conséquences à la trahison, au vol, à la violence contre des personnes innocentes. La nouvelle se répandrait. L'histoire serait racontée et racontée à nouveau. Et quelque part, un autre Jake Turnbull ou Sandra Turnbull ou Victoria Martinez y réfléchirait à 2 fois avant de cibler ce qui ressemblait à une victime facile, car il se souviendrait de ce qui était arrivé aux dernières personnes qui avaient commis cette erreur. Je suis rentré et je me suis servi un whisky. Demain, je retournerai au travail. Je réparerai des serveurs et installerai des logiciels et vivrai la vie tranquille d'un informaticien d'âge moyen. Mais je ne serai plus jamais l'homme qui pouvait être bousculé. Je ne serai plus jamais le mari qui pouvait être trahi sans conséquence. Je ne serai plus jamais le père dont les enfants pouvaient être menacés en toute impunité. J'étais devenu quelque chose d'autre, quelque chose de plus dur, quelque chose que les prédateurs apprendraient à craindre. Et si cela faisait de moi le méchant dans les histoires de certaines personnes, eh bien, je pouvais vivre avec ça. Après tout, chaque héros a besoin d'un bon méchant pour rester honnête. Et chaque méchant a besoin d'une bonne raison d'exister. Les miens dormaient en sécurité dans leur dortoir à Ohio State, protégés par la réputation que leur père avait construite avec du sang, de la ruse et un refus absolu de laisser le mal gagner. J'ai levé mon verre à la maison vide et j'ai prononcé les mots qui étaient devenus ma nouvelle devise. Que le monde voit qui sont les vrais méchants. Et puis j'ai souri, car le monde avait vu, et le monde avait appris.